1, 2. Bien. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Donc bonjour et bienvenue pour cette conférence cet après-midi. Donc moi je suis Sébastien Guillon, je travaille à la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes et on est partenaire avec la Chambre d'agriculture PACA de l'organisation de cet événement. Et du coup, moi je ne vais pas m'étendre longtemps, je vais juste donner la parole à Dominique Masneau qui va se présenter et qui va vous aborder un sujet qui nous concerne et qui est d'actualité, tout ce qui concerne la vie des sols, la vie biologique, toutes les petites bébêtes qui vivent dedans. Et il va un petit peu nous expliquer comment tout ça fonctionne. Et après, donc, on va laisser son intervention qui va durer, on va dire, 30-40 minutes. Et puis après, on aura un temps d'échange pour des questions. Du coup, voilà, je vous ferai passer le micro dans la salle pour pouvoir poser les questions et pour que tout le monde entende bien.
Je vous remercie et puis bonne conférence. Merci Sébastien. Bonjour à tous. Vous entendez toujours? Oui? Bon, on ne sait jamais avec les micros comment ça marche. Donc je me présente, je suis Dominique Masneau, je suis conseiller indépendant depuis une trentaine d'années. Je suis basé dans la région Rhône-Alpes et j'interviens un petit peu dans tous les hexagones et des fois un petit peu plus loin. Je fais du conseil et de la formation sur tout ce qui a trait au sol depuis pas loin d'une trentaine d'années maintenant. Et je travaille surtout dans des optiques agriculture bio. Et j'ai la deuxième partie de mon activité, je fais du conseil et de la formation spécifiquement sur l'approche biodynamique. Voilà. Et je travaille surtout avec des viticulteurs à ce niveau-là. Donc ça marche pas? Plus près? Ça marche mieux comme ça? Voilà. Comme ça marche? C'est mieux? Ok. Donc le thème qu'on a retenu, c'est vie du sol et gestion organique. Ça, c'est un thème assez à la mode, où on peut voir et entendre à peu près tout et son contraire. Et donc, pour cibler l'intervention, on a mis ça pour optimiser la production agricole. C'est-à-dire que aussi bien la vie du sol que la gestion organique, que les autres pratiques agricoles, ça doit rester dans une optique de production qui associe à la fois la qualité et la quantité. Sinon, si on fait des choses qui font perdre de la production, ce n'est pas forcément une opération intéressante. Donc on va commencer en se mettant d'accord un petit peu sur la définition du sol, parce que la définition du sol, même ce sol, il n'est pas toujours perçu, défini de la même façon par tous les auteurs. Dans ce domaine du sol, du point de vue de la pédologie, c'est une couche plus ou moins marron, plus ou moins épaisse, mais qui va présenter toujours une limite inférieure et une limite supérieure. La limite inférieure, c'est le domaine de la géologie. Dans la géologie pure et brute n'a aucune fertilité, et il n'y a pas vraiment d'organisme vivant là-dedans. Mais dans la géologie, on peut avoir un niveau plus ou moins épais de roche altérée. Cette roche altérée, elle est colonisable par les racines, elle peut servir de stockage d'eau, et il y a un petit peu de vie microbienne, mais c'est pas énorme quand même. Alors le problème, c'est selon les situations, la géologie, elle peut remonter jusqu'à la surface. On n'a pas toujours un véritable sol du point de vue pédologique. Et on a une limite supérieure. La limite supérieure, c'est pas l'air, mais c'est une couche purement organique. Cette litière organique qu'on voit dans les forêts, dans les prairies permanentes, dans plein de situations, c'est une couche purement organique qui ne fait pas partie du sol du point de vue pédologique. Et qui peut être très vivante, mais ce n'est pas du tout la même vie dans cet horizon organique que dans le sol en tant que tel. Et dans tous les discours, il y a souvent de la confusion entre cet horizon organique, qui est avant tout le siège de décomposition de matière organique, avec des organismes spécifiques, et le sol proprement dit, où il y a un autre type de vie. Et on peut différencier dans l'horizon purement sol, un ou deux niveaux. Le niveau principal, celui dont il faut gérer la fertilité et le fonctionnement, c'est le niveau supérieur qu'on appelle organo-minéral. Il peut y avoir un niveau inférieur qui est avant tout un horizon diagnostique, un horizon de transfert. Celui-là, on n'a pas trop à intervenir là-dessus du point de vue agricole. Et il va être par contre l'enregistreur des pratiques inadaptées, notamment de surfertilisation qui vont occasionner du lessivage, etc. Alors l'horizon organo-minéral, il contient à la fois de la matière organique et de la matière minérale, mais c'est toujours la fraction organique qui est minoritaire du point de vue quantitatif. C'est avant tout du minéral, à 90-95% au minimum, et un petit peu de matière organique, mais même si elle n'est pas très abondante du point de vue quantitatif, c'est elle qui assure le fonctionnement.
et l'activité, notamment microbienne dans le sol. Et cette matière organique, on va voir, il y en a plusieurs. C'est pas quelque chose d'uniforme. La matière organique, il y a plein de molécules différentes qui ont des aptitudes très variables à la décomposition ou à la stabilisation. Et il y a une partie de ce qui est décomposé qui va plus ou moins se combiner avec les matières minérales dans certains cas. Donc, selon que la matière organique est dissociée de la matière minérale ou au contraire associée sous forme de liaison chimique, il y a des comportements un petit peu différents, des incidences sur la structure et le fonctionnement du sol. Et dans certains cas, ces liaisons organo-minérales, c'est la notion qu'on apprend à l'école de complexe argilo-humique. Simplement, à l'école, on fait un petit peu comme si dans tous les sols, il y avait du complexe argilo-humique, alors qu'en fait, ça concerne une minorité de cas, peut-être 10 ou 15% des sols. La plupart des sols n'ont pas vraiment de liaison chimique véritable organo-minérale. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas fertiles, mais il va falloir les gérer, les optimiser un petit peu différemment. Alors au niveau de l'activité biologique, il y a plein de petites bêtes dans le sol, qu'on n'arrive pas toujours à voir ou à compter directement, mais on estime qu'il y a quand même quelques tonnes d'organismes vivants dans le sol. Il y en a au moins autant que ceux qui sont capables de se nourrir au-dessus, que ce soit des vaches ou des moutons. Même si ça fait quelques tonnes, ça ne représente qu'un petit pourcentage de la matière organique. La matière organique du sol, elle est avant tout elle est issue des organismes vivants, mais elle ne fait plus partie des organismes vivants quand elle rentre dans les phénomènes de décomposition ou d'humification. Et là-dedans, on peut classer les petites bêtes qui vivent dans le sol, un petit peu d'après leur taille. Donc les plus gros, on appelle ça la macrofaune. Le représentant principal de cette macrofaune, ce sont les vers de terre. Mais ces vers de terre ont une incidence sur le fonctionnement du sol. On va voir, ce n'est pas eux forcément qui font la fertilité et ni la nutrition des plantes. Et en termes de tonnage, de biomasse, les vers de terre en moyenne représentent plus que 20-25% de la biomasse vivante dans le sol. On a des choses un petit peu plus petites, qui sont surtout des insectes et aussi des nématodes. Et après, on a la taille encore en dessous qu'on appelle la microfaune. C'est principalement des protozoaires, c'est des êtres unicellulaires qui sont des mangeurs de microbes, en fait, qui se nourrissent avec des micro-organismes. Et les micro-organismes proprement dits, ce qu'on appelle la microflore, ça représente à peu près 50% de la biomasse d'un sol. Et là-dedans, il y a plein de catégories différentes, mais d'un côté, on a surtout des champignons et de l'autre des bactéries, avec des intermédiaires qu'on appelle les actinomycètes, des organismes qui font un peu de photosynthèse, qui sont des algues, il peut y avoir des lichens, enfin il y a plein de choses. Mais les deux fonctions de base, c'est champignons-bactéries, en sachant que ce n'est pas toujours si facile que ça de faire la différence, l'identification des différentes espèces. Alors, le tonnage de biomasse vivante dans le sol, pour un sol donné, il n'est pas très élastique. Par contre, ce qui peut fortement bouger, c'est la proportion des différentes espèces. Et selon les pratiques, on peut favoriser les vers de terre, mais si on favorise trop les vers de terre, ça sera un petit peu au détriment des micro-organismes, ou inversement, favoriser les micro-organismes, et du coup, on ne favorisera peut-être pas les vers de terre. Et la règle générale, si vous voulez favoriser une espèce, une forme par rapport à une autre, eh bien le problème, ce n'est pas de faire des inoculations, parce que dans le commerce, on peut acheter des micro-organismes, par exemple. Mais les inoculations micro-organismes, en gros, ça ne marche pas vraiment. À des époques, on pouvait acheter des vers de terre aussi, là, c'est moins à la mode, mais ça ne marche pas non plus. Parce que toutes ces petites bêtes-là se développent en fonction des conditions de milieu. Si le milieu leur convient,
ils seront là naturellement. Si le milieu ne leur convient pas, vous aurez beau lâcher des troupeaux, ça ne marchera pas. Et dans le milieu, il y a des aspects physiques, aération, porosité, humidité, et l'aspect sur lequel on va jouer en pratique agricole et en gestion organique, c'est la nourriture. Si on va essayer de sélectionner, de choisir les formes d'apport organique qui correspondent, qui sont la nourriture préférentielle des organismes qu'on veut favoriser. Donc c'est là où il y a souvent une confusion entre le sol et la litière. Parce que dans la litière, il y a des organismes qui sont en général plus gros que les micro-organismes, qui sont principalement des insectes, qu'on appelle des détritivores. Ces détritivores sont tout à fait à leur place dans le milieu forestier. Ils vont broyer des débris un peu trop gros pour être attaqués par la vie microbienne, mais ils n'ont pas vraiment leur place dans le sol agricole cultivé, parce que ces micro-organismes détritivores, qui sont faits pour manger des choses coriaces dans la nature, quand vous semez des cultures ou que vous repiquez des jeunes plants avec des racines bien tendres, en général, ils vont s'attaquer aux racines bien tendres et délaisser un petit peu la matière organique plus coriace. Donc on a souvent des gros problèmes à l'installation des cultures quand on a un peu trop favorisé les détritivores, qu'on a voulu reconstituer l'équivalent d'un sol forestier qui n'a pas la fertilité qui se raconte souvent. Et après, je disais que ça dépendait des types de sol, notamment pour les vers de terre. Ça, c'est des études de chambre d'agriculture, pas de PACA, mais plutôt dans l'ouest, dans la Vienne. Et on a compté les types de vers de terre selon les anéciques, les endogés, les épigés, etc. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout les mêmes populations de vers de terre d'un type de sol à l'autre. Et dans ces différents types de sols, les bornets, les terres rouges et les groix, ce n'est pas les sols où il y a le plus de vers de terre qui sont les plus fertiles nécessairement. Donc le ver de terre, c'est un indicateur de certaines conditions de milieu, mais il n'y a jamais de corrélation entre quantité de vers de terre et rendement. Et des fois, je disais que si on favorisait les vers de terre, on pénalisait les micro-organismes, mais des fois, on peut aussi pénaliser les rendements des cultures en étant trop ciblé sur les vers de terre. Ou après, il faut avoir un débouché pour les vers de terre. Si vous trouvez un débouché pour les vers de terre, là, vous pouvez les élever, les favoriser. Mais si votre débouché, c'est une culture, ce n'est pas forcément le numéro 1 qu'il faut prendre pour les vers de terre. Du point de vue microbien, c'est un peu la même chose. C'est la carte de France de la biomasse microbienne. Et ça ressemble furieusement à une carte des régions naturelles de France. Donc la région naturelle est le facteur numéro 1. Et après ce facteur numéro 1 pédoclimatique, on a des biomasses microbiennes plus ou moins importantes entre les vignes vergers, les cultures, les forêts et les prairies. Les prairies sont un écosystème où il y a plus de micro-organismes que dans les forêts en général. Ça, c'est du point de vue biomasse microbienne. Du point de vue diversité microbienne, c'est une deuxième carte, mais qui se superpose un petit peu à la première. C'est toujours des influences pédoclimatiques régionales qui déterminent la diversité et les sortes d'activités microbiennes. Et par contre, là, le classement est différent, un petit peu différent. Les vignes et vergers, qui étaient là où il y avait le moins de biomasse, c'est peut-être là où il y a le plus de diversité. Alors la diversité microbienne, en fait, on va le voir un petit peu avec la diapo d'après. Plus les conditions sont difficiles, en fait, plus il y a de diversité microbienne. Donc là aussi, ce n'est pas un indicateur de fertilité nécessairement. Et la carte suivante, c'est le stock de carbone dans les sols de France. Et là aussi, on voit que l'échelle de stock de carbone, c'est la mesure sur laquelle on calcule le pourcentage de matière organique. Ce stock de carbone est très variable, il varie dans une échelle de 1 à 10 au moins. Mais là où il y a les plus gros points, on ne peut pas dire que c'est les sols les plus fertiles. Là aussi,
Plutôt, les gros stocks de carbone, c'est les conditions pédoclimatiques un petit peu difficiles pour la vie des microbes. Que plus les conditions sont favorables pour l'activité microbienne, plus la matière organique va se décomposer et on aura des niveaux de matière organique relativement faibles ou qui n'augmentent pas. Les augmentations de stock de carbone ou l'accumulation naturelle du carbone est toujours un signe que l'activité microbienne n'a pas la vie très facile, soit pour des raisons climatiques en altitude, soit pour des raisons géochimiques, parce qu'il y a aussi des phénomènes naturels dans les sols qui perturbent la disponibilité des matières organiques. C'est le cas du calcaire dans les sols fortement calcaires, c'est le cas de l'aluminium dans les sols, pas mal de sols acides. Et après, la nature de la matière organique, bien sûr, est un facteur aussi qui sélectionne l'activité microbienne. Il y a des matières organiques très faciles à décomposer, comme les engrais verts, et inversement, des matières organiques très difficiles à décomposer. Tout ce qui est très difficile à décomposer, c'est avant tout ce qui vient des plantes pérennes. Et la lignine, et ce qui est apparenté à la lignine, est toujours plus difficile à décomposer, donc induit des stocks de carbone plus élevés. Alors le problème, c'est que la technique de labo, elle dose du carbone, mais elle ne sait pas faire la différence entre les formes de carbone. Donc on peut avoir du carbone, dire que 3% de matière organique c'est mieux que 2%, et moins bien que 5%, c'est un tout petit peu théorique parce qu'on peut avoir à 3% un sol fertile comme un sol pas fertile. Ça va dépendre de la nature du carbone. Et la mesure de routine ne fait pas le distinguo sur la nature du carbone. Et dans le système naturel, les matières organiques, tout à l'heure je disais, il y avait 5% de biomasse vivante d'organismes hors racines. Donc on a 85% de la matière organique qui n'est plus vivante. Et là-dedans, il y a des résidus de culture, des déchets de l'année, qui représentent à peu près 10% des 85%. Il y a des déchets un petit peu plus évolués, mais qu'on arrive encore à reconnaître, qui représentent en milieu agricole d'air plus de 10%. En système forestier, ça peut être un peu plus élevé. Et ça veut dire que la plus grosse partie de la matière organique, elle est déjà sous des formes stabilisées, qu'on appelle de l'humus, et même de l'humus stable. Cet humus stable, il est rarement déficitaire. Ce n'est pas la forme la plus stable qui est la plus déficiente dans les sols. Et donc le problème, ce n'est pas forcément de s'attaquer ou d'être complètement polarisé par l'entretien et l'élévation du carbone stable. Le problème avant tout pour la fertilité, c'est plutôt gérer de l'activité microbienne. Et quels que soient les apports organiques, les apports ne sont jamais intégralement décomposés. Donc si vous gérez de l'activité microbienne, indirectement, vous allez gérer aussi des niveaux de stock de carbone. Alors que si vous gérez que du stock de carbone, vous aurez beaucoup de difficultés à gérer de l'activité microbienne utile à la fertilité et au rendement pour les cultures. Et il y a aussi une petite différence dont on ne se méfie pas, c'est que d'un côté, le laboratoire mesure uniquement du carbone, et on multiplie par un coefficient, et d'un autre côté, on parle d'humus. On peut caractériser l'humus sur le terrain, mais il n'y a pas de mesure de l'humus. Il n'y a pas de mesure réelle de l'humus au champ. Donc il y a des types d'humus dont on parle dans certains livres agricoles ou de pédologie, mais ces types d'humus qu'on voit dans certains livres, c'est des humus forestiers. Vous n'allez jamais voir ça en milieu agricole. L'autre chose qui est souvent évoquée, c'est ce ça paraît plus précis. Au lieu de parler d'humus, on parle d'acide humique, d'acide fulvique, d'humine, etc. Ce ne sont pas des molécules qui existent dans la nature. C'est des techniques de laboratoire qui isolent différents sols de carbone. Mais il n'y a pas de réalité naturelle des acides humiques. C'est une technique de labo qui néanmoins sert à certains vendeurs pour dire que leurs produits sont super parce que ça contient des acides humiques. Mais ça ne veut rien dire du tout et c'est plutôt des formes de carbone plutôt stables.
Et donc en agronomie, on parle indifféremment d'humus ou de matière organique, alors ce n'est pas tout à fait le même concept. Et même la matière organique, on ne la mesure jamais directement, on mesure que le carbone, qu'on multiplie par un coefficient généralement de 1,72. Donc en fait sur le bulletin vous avez deux chiffres, stock de carbone, stock de matière organique, mais c'est une analyse avec un petit coefficient qui ne dit pas grand-chose sur la réalité de la fertilité, parce que dans tous les cas, quel que soit le taux de carbone ou de matière organique dans un sol, on peut avoir des formes de carbone plus ou moins stables ou plus ou moins faciles à décomposer. Et le plus stable, qui est souvent annoncé comme quelque chose de très positif, en fait le plus stable, ça veut dire que c'est le plus difficile à attaquer par l'activité microbienne. Soit c'est difficilement attaquable, soit c'est le résidu après ce qui a été potentiellement attaqué. Mais dans les deux cas, plus le carbone est stable, moins il va servir à une activité microbienne intense. Alors, par les temps qui courent, on parle aussi beaucoup de biodiversité. Dans la biodiversité, là au niveau de l'INRA, il y a beaucoup d'études depuis qu'on sait faire des séquençages d'ADN et tout ça. On peut avoir des biodiversités variables selon qu'on est en forêt, en prairie, en culture. Mais dans cette biodiversité, les saprophytes, c'est ceux qui décomposent la matière organique, donc ils n'ont pas une utilité directe pour les cultures, c'est plutôt indirect. Il y a des organismes symbiotiques, comme les mycorhizes et tout ça, ça peut être un peu plus positif pour les cultures. Mais il y a une troisième catégorie qu'on sait identifier aussi, qui s'appelle des pathogènes. Et quand on mise un peu trop sur la biodiversité en système cultivé, eh bien la biodiversité, des fois, elle profite aux pathogènes. Il y en a plus d'embêtements en augmentant la biodiversité qu'avant. Ça peut arriver aussi. On veut bien faire et on s'attire des ennuis. Alors, dans les discours aussi, il y a beaucoup de choses sur la charrue. La charrue, c'est vraiment plus quelque chose qui est très à la mode. Et en fait, on a mis tous les problèmes de l'agriculture intensive sur le dos de la charrue, alors qu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent plutôt des herbants ou des engrais minéraux. Avec ou sans labour, sur des essais long terme conduits par Arvalis, on s'aperçoit qu'il y a plus de bactéries en système labour que le semi-direct. Et c'est un peu l'inverse pour les champignons. Il y a plus de champignons en semi-direct qu'en labour. Mais vous voyez qu'il y a des écarts types importants. Donc il n'y a pas des choses aussi tranchées que ce qu'on voudrait dire par moment, que la charrue, ça tue les microbes, ça perturbe les microbes. Et même au niveau des vers de terre, les vers de terre sont peut-être plus perturbés par le travail du sol que les micro-organismes. Mais dernièrement, j'ai fait une observation de profil de sol avec des étudiants de l'ISARA en Isère. Et on avait deux fosses, deux parcelles qui se touchaient. Une avait 20 ans de labour et une 20 ans sans labour. Et finalement, on a trouvé plus de galeries de vers de terre dans la parcelle labourée depuis 20 ans que dans celle en semi-direct depuis 20 ans. Après, ça, c'est des essais longue durée qui sont faits en Suisse, ce qu'on appelle l'essai DOC. C'est un système qui compare depuis un peu plus de 40 ans maintenant des modes de conduite conventionnels, organiques et biodynamiques. Et il y a des variantes en plus. Les variantes, donc les modalités en bleu, c'est les modalités en bio, avec des fumiers non compostés. En vert, c'est en biodynamie, avec des fumiers compostés et des préparations biodynamiques. En jaune, c'est du conventionnel sans fumure organique. Et en gris, c'est un témoin non fertilisé depuis 40 ans. Les schémas, c'était 20 ans de pratique, mais l'essai est encore en place. Et le trait rouge qui sert de référence, c'est le conventionnel qui combine fertilisation minérale et apport de fumier. Et donc on voit qu'au niveau aussi bien des vers de terre que des microbes, c'est les apports organiques qui permettent d'optimiser les populations. Dans les systèmes sans fertilisation organique,
ou sans fertilisation du tout, on perd des quantités de micro-organismes ou de vers de terre. Et après, il y a justement des différences de comportement entre les vers de terre et les microbes. Les Suisses, là, ils ont mesuré non seulement le nombre de vers de terre et aussi le poids de vers de terre. Et on s'aperçoit qu'en bio, il y a plus de vers de terre qu'en biodynamie, et dans les deux cas, plus qu'en conventionnel avec l'apport de fumier. Néanmoins, les vers de terre pèsent moins lourd en bio qu'en biodynamie. Et à l'inverse, du point de vue biomasse microbienne, la biodynamie est supérieure à la bio. Alors, cette idée de biodiversité qui est importante à prendre en compte, très au goût du jour, c'est très bien de la prendre en compte, mais il ne faut pas croire que ça va faire de la fertilité au sens agronomique. Donc cette biodiversité, elle a été sous-estimée, non prise en compte au niveau des tailles de parcelles, au niveau des systèmes de culture, etc. Donc il faut la retrouver des tailles de parcelles, retrouver des bandes tampons, des haies, etc. Tout ça c'est très bien, même si ce n'est pas toujours fonctionnel au sens réduction des problèmes phytosanitaires. Mais on ne peut pas compter sur cette biodiversité pour faire de la fertilité.